Chers apprenants, chères apprenantes, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSI qui va s'intéresser au célèbre sonnet Heureux qui comme Ulysse de Du Bellay. Avant de lire ce sonnet et de l'expliquer, ajoutons que nous en ferons une analyse linéaire. Nous aurons une pensée pour les figures rhétoriques les plus pertinentes. En passant, nous vous livrons aussi des informations concernant l'auteur, seulement celles dont vous avez besoin pour comprendre le poème. On y va. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme ce Stuila, qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Mais que signifie cette strophe? Et surtout, comment la comprendre si elle se trouve dans un recueil qui porte comme titre « Les regrets ». Commençons par les allusions dans cette strophe. Qui est Ulysse et de quel voyage parle-t-on? Ulysse, le roi d'Ithaque, est notamment connu pour sa participation à la guerre de Troie, mais surtout pour son aventure lors de son voyage de retour. Il a combattu entre autres contre un cyclope, mais heureusement, ce voyage de 10 ans se termine bien puisqu'il pourra retrouver sa femme et son fils. Bien, nous venons de parler d'Ulysse, mais qui est celui qui a conquis la toison d'or? Dans la mythologie grecque, Jason est surtout connu pour avoir été éduqué par un centaure et surtout pour sa quête de la toison d'or avec les Argonautes. Il est l'un des principaux héros grecs et particulièrement vénéré à Athènes. Tout d'abord, un être humain peut se considérer heureux s'il a pu faire un voyage. Mais c'est surtout le retour à la patrie qui permet de concrétiser ce bonheur. Le fait de s'être calmé afin de vivre tranquillement en famille est le véritable objectif au final de ces escapades de héros mythologiques. Il s'agit donc d'une idée assez connue, celle du voyage formateur. Cette idée est véhiculée par le troisième vers, grâce à la présence du nom raison et l'expression plein d'usage. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici de multiplier les expériences, pas du tout. Une fois formé, on revient vivre le reste de sa vie auprès de sa famille, comme le souligne le quatrième vers. Notons également que ce premier quatrain est un quatrain en une seule phrase exclamative. Pour rappel, un quatrain est une strophe de 4 vers, et ici les vers sont des alexandrins. Donc cette exclamation semble célébrer le voyage, toutefois, on notera la présence du passé composé, a fait et retourné, et que donc le poète n'envisage ce voyage que dans sa dimension accomplie. Le terme voyage rime en plus avec âge, ce qui semble suggérer que le bonheur du voyage est lié à l'expérience qu'il a procurée et qu'il n'est pas profitable, ou s'il est profitable, il n'est profitable qu'envisagé rétrospectivement. Ainsi, nous pouvons conclure que le voyage n'a de sens que s'il permet à l'être humain de grandir, de tendre vers cette sagesse qui n'est rien d'autre que le fruit de l'expérience et de la connaissance. Et ce fruit de l'expérience et cette connaissance, il s'agit d'ailleurs d'une composante qui caractérise l'idéal humaniste, car ne l'oublions pas, Du Bellay est un auteur de la Pléiade et donc un auteur profondément humaniste. Abordons la deuxième strophe. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province
et beaucoup d'avantages. Le poète crée une rupture. À l'évocation des héros mythologiques succède celle du poète, qui fait son apparition, notamment grâce au pronom « je ». Mais le poète, lui, n'est pas heureux. Et vous me direz, comment cela se lit-il dans le poème? Eh bien, c'est l'interjection « hélas » qui annonce l'idée de déploration. De même, l'utilisation du futur simple crée un véritable contraste avec celle du passé composé évoqué plus tôt. Car on comprend que le poète, lui, n'est pas encore rentré pour vivre heureux après ses longs voyages auprès des siens, mais qu'il est probablement loin de chez lui. En effet, Du Bellay a beaucoup voyagé dans sa vie, notamment en Italie, plus particulièrement à Rome, et ce voyage ne l'a pas comblé. D'ailleurs, nous en reparlerons tout à l'heure un tout petit peu plus. Mais la strophe présente néanmoins un point commun avec la précédente. Structurellement, elle déploie une phrase unique, mais il s'agit cette fois-ci d'une phrase interrogative. La question du poète est simple au final. Quand reverra-t-il les siens? Le lecteur comprend entre les lignes que le voyage du poète ne semble pas correspondre à ce que les héros mythologiques ont vécu. Non. Le poète, ici, procède à la valorisation du pays natal. Et pour le concrétiser, il emploie tout d'abord un déterminant possessif, mon. Ensuite, il va utiliser l'adjectif petit qui traduit son affection. La maison, elle, est en outre évoquée par une synecdoque, la cheminée. La cheminée connote l'idée d'un foyer accueillant. On imagine aisément une cheminée, une famille ramassée devant le feu, en train de passer un agréable moment. Il en va de même de la pauvre maison, qui est une expression qui, comme le petit village, souligne surtout la valeur affective. Il faut donc ici bien interpréter l'adjectif pauvre. Le dernier vers, lui aussi, met en avant ses idées. En effet, il nous met en présence d'une hyperbole, c'est-à-dire une exagération. Car le clos de la maison devient une province. Il s'agit de montrer quelle valeur le poète accorde à ce clos. Et les mots qui clôturent la deuxième strophe, beaucoup d'avantages, viennent signifier que cette valeur n'est pas d'ordre quantifiable. Rappelons à cet endroit que le poète, donc Du Bellay, a dû partir dans sa vie à Rome pendant quelques années, et cette ville qu'il avait rêvée à travers la lecture d'auteurs antiques le déçoit profondément. Rome, imaginée et décrite par les auteurs antiques et par le jeune Du Bellay, n'est pas la Rome du siècle de Du Bellay. C'est aussi simple que cela. Abordons maintenant les deux tercets. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur, me plaît l'ardoise fine, plus que mon Loire gaulois, que le Tibre latin. Plus mon petit Liret que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angévine. Pour bien comprendre ces 6 vers, il faut avoir quelques notions de culture générale. La Loire et le Tibre sont des fleuves. Le Liret est une commune de la Loire et le mont Palatin est une des 7 collines de Rome. Maintenant que nous savons cela, voyons un peu comment est construite cette dernière partie du sonnet. Dans les 2 tercets, le poète oppose de façon systématique sa ville natale à la puissance romaine. Sa subjectivité, c'est-à-dire son opinion personnelle,
s'affirme avec la répétition du verbe plaire, qu'on retrouve à 2 reprises, et la récurrence du comparatif de supériorité plus ou plus que l'on retrouve 5 fois et qui met en évidence sa préférence pour la terre natale. Alors le lecteur peut se poser la question, mais pourquoi préfère-t-il son lieu natal? Les vers suggèrent à la fois la modestie du lieu qui s'opposera au front audacieux des palais romains. Les palais, évidemment, n'ont pas de front. Il s'agit ici d'une personnification de ces palais. Et donc, Du Bellay utilise ces palais pour critiquer, d'une certaine manière, le peuple romain. Ainsi, ces palais personnifiés symbolisent l'orgueil de leurs propriétaires. Et la rime aïeux audacieux semble presque être une rime antisémique, c'est-à-dire qui ne fait pas beaucoup de sens. Tant les aïeux semblent personnifier une simplicité qui est vraiment à l'opposé de l'orgueil romain. Gardons en tête cette petite maison à la cheminée qui fume et opposons-la au front audacieux de ces palais. Finalement, pour amplifier cette idée, analysons encore les 4 derniers alexandrins. Les rimes énoncent d'abord l'objet du rejet. Le marbre dur, l'air marin, qui sont directement associés à Rome, car pour ceux qui peut-être l'ignorent, Rome se trouve juste à côté de la mer. Donc l'air marin est directement associé à Rome. Et ces éléments, donc le marbre dur et l'air marin, s'opposent directement à l'ardoise fine et la douceur angevine. Cette comparaison semble aussi mettre en avant la simplicité donc du poète qui, lui, dessine dans ce poème les valeurs vers lesquelles il veut tendre. C'est-à-dire, il essaye de prendre de la distance de l'orgueil pour retrouver quelque chose qui lui est propre, une certaine forme d'humilité. Chères apprenantes, chers apprenants, j'espère que ce cours d'exposé vous aura permis d'avoir quelques bases pour pouvoir interpréter correctement ce célèbre sonnet. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à poser des questions. Nous veillerons à vous y répondre en temps utile. Merci et à bientôt.